Bonjour, mesdames et messieurs. Chers collègues, chers participants, bonjour, bonsoir. Nous avons des participants qui sont connectés du monde entier, y compris nos panélistes distingués pour cette séance. Il s'agit des séances 2,1. C'est une séance simultanée 2,1. Donc, on va aborder ces questions. Comment aborder la dimension sociale et émotionnelle de l'apprentissage dans l'évaluation? Nous allons en fait avoir des contributions intéressantes de nos intervenants. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'apprentissage socio-émotionnel à travers l'équilibrage, à travers le renforcement de la diversité, de l'équité, etc., et le rôle des genres, etc. Donc, euh, Nous avons écouté les sessions plénières tout à l'heure concernant le suivi et comment évaluer les compétences des étudiants ou des élèves. Aujourd'hui, ces jours-ci, nous vivons le COVID-19, la pandémie, et il y a en fait un anthropologue qui dit que le COVID-19 pandémie, c'est syndémie, c'est-à-dire il faut créer des synergies avec ces pandémies. Il y a de plus en plus de maladies qui s'interagissent. Ça va en fait apporter plus de conséquences négatives dans le passé. Il n'y a pas que de maladies, mais il y a aussi des maladies sociales. Il n'y a pas que maladies pathologiques, il y a montée de la pauvreté, et des inéquités, manque d'équité sociale, etc. Tout ceci nécessite une stratégie pour répondre à ces enjeux et il faut avoir une approche multidisciplinaire. Donc, il y a une montée de pertinence concernant l'éducation. Surtout pendant cette décennie, nous avons vu une incorporation de l'apprentissage social et émotionnel dans l'éducation. Et bien sûr, cela peut avoir soulevé des questions très importantes. Non seulement comment est-ce qu'on peut donner des feedbacks ou des commentaires aux élèves et aux enseignants, mais comment est-ce qu'on peut évaluer le climat dans les salles de classe parce que ceci est un déterminant très important aussi pour l'apprentissage socio-émotionnel. Vous savez bien que ce n'est pas vraiment un résultat à attendre, mais c'est un processus à engager des différentes parties prenantes. Il y a des questions qui sont soulevées. Comment l'évaluation de l'apprentissage socio-émotionnel peut être appliquée à travers tous les aspects multiples du processus de l'apprentissage socio-émotionnel? Et si l'évaluation de l'apprentissage socio-émotionnel soit équitable, cela doit être reconnu. Il faut reconnaître les intersections de culture et des genres dans cet apprentissage et cela doit également fournir les opportunités aux apprenants pour évaluer ou comprendre le besoin ou les expressions différentes. Nous allons aujourd'hui regarder différentes recherches politiques et des pratiques qui sont en cours. Nous allons examiner quelles sont les possibilités qui sont disponibles, quels sont les écarts à réduire en ce qui concerne l'évaluation de l'apprentissage socio-émotionnel. Nous allons les considérer comme un processus et pas un résultat. Nous allons regarder comment l'évaluation se fait au niveau système et il y aura des considérations pour les décideurs politiques et également les experts d'évaluation et aussi au niveau des apprenants. Avec les considérations pour les administrateurs des écoles. Nous avons 4 panélistes distingués avec nous. Je vous présente les panélistes. Nous avons Dr Valérie Shapiro. Valérie est professeure associée à l'Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis. Elle a étudié la promotion du bien-être des enfants pour la mise en œuvre et l'amélioration continue
Donc, elle a fait des études sur l'apprentissage socio-émotionnel dans les écoles. Donc, Valérie est très connue pour ses livres. Elle a coédité deux ESSA, qui s'agit d'un outil pour évaluer le niveau socio-émotionnel des étudiants ou des enfants aux États-Unis. Elle est également membre du département de la Californie et de conseil des groupes de conseillers du département d'éducation de Californie. Elle a également participé à la rédaction de directives de l'UNESCO et elle est en train d'examiner également les méthodes d'évaluation. Nous avons également Nandini Chatterjee. Donc, Nandini est neuroscientifique et elle est officier de projet à l'UNESCO, c'est-à-dire l'Institut Mahatma Gandhi d'éducation pour la paix et le développement durable. Donc, elle est responsable nationale principale de projet. Donc, elle dirige un programme sur les compétences socio-émotionnelles pour accroître la citoyenneté mondiale dès l'école maternelle jusqu'au lycée. Donc, Nandini a développé ce qu'on appelle outil EMC. Donc, c'est un cadre basé sur les neurosciences qui se focalise sur la compassion et la pensée critique. Et elle conçoit des cursus en utilisant la pédagogie numérique, dont elle va nous en parler plus tard. Donc, elle fait le lien entre les recherches et l'éducation dans les écoles. Et en dernier lieu, nous avons M. Pablo Pincheira, qui est du Chili. Donc, il est directeur de formation à Foria, Chile. Et il s'agit d'une organisation qui a plus de 12 ans d'expérience dans la promotion du développement socio-émotionnel. Et Pablo est également membre de la commission de l'éducation du ministère du Chili. Il est également professeur en philosophie et psychologie et il se focalise sur la santé mentale et il est également un candidat pour la Société de les sciences des jeunes. Donc, il a beaucoup d'expérience dans le contexte éducationnel et les changements culturels, le comportement culturel. Donc, nous avons trois panélistes avec nous. Nous allons commencer par chaque panéliste et vous allez avoir 15 minutes chacun et chacune. Et tous les participants de cette séance peuvent poser des questions ou laisser des commentaires sur le chat. Et nous allons, après toutes les trois présentations, nous allons aborder toutes les questions collectées pour minimiser un peu de temps. Donc, nous avons également l'interprétation simultanée disponible en français, en anglais, en espagnol et aussi en coréen. Donc, maintenant, nous pouvons commencer. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Valérie. Et Valérie va parler justement de la réflexion, sa réflexion, comment un système d'évaluation peut être conçu pour soutenir l'apprentissage socio-émotionnel à travers le processus en entier, donc c'est-à-dire le processus à l'ensemble du système d'éducation. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous allons parler de l'évaluation de l'apprentissage socio-économique, donc ACE. Donc, je suis des USA. Donc, il y a un membre de la Corée du Sud et un membre de l'Uruguay qui ont travaillé avec moi pour améliorer le système d'évaluation du ASE. Donc, nous allons parler du résultat de nos études aujourd'hui. Alors, pour être sur la même longueur d'onde concernant la définition, et j'aimerais bien parler un peu de la définition de l'apprentissage socio-émotionnel sur l'écran qui a été publié dans le magazine de American Psychology.
Donc, aux États-Unis, c'est une définition qui est promue par Cassel et qui est acceptée de manière plus large. Donc, l'apprentissage socio-émotionnel implique une série de programmes basés sur les évidences et pratiques basées sur les évidences pour établir un environnement d'apprentissage sain et supportif pour promouvoir les compétences socio-émotionnelles, y compris les compétences pour comprendre et gérer les émotions, également définir les objectifs positifs et également prendre soin des autres. Donc, vous pouvez voir comment ce concept est lié aux ODD. Nous avons nous utilisons les ODD pour transformer notre éducation. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une large portion de cette définition concerne les compétences au niveau des enfants. Donc, voilà comment j'ai regroupé ces définitions. Il y a une ligne concernant la livraison, système de livraison, ce qu'on fait dans les écoles. Nous avons une ligne concernant l'environnement de soutien. Et il y a plusieurs lignes concernant le résultat que nous devons attendre. Je suis convaincue que les étudiants et les individus doivent être au centre de l'apprentissage socio-émotionnel. Il faut avoir des mentalité très objective, mais il faut être sûr comment est-ce on veut y arriver. Alors, est-ce qu'on est loin de nos objectifs? Ça, c'est une question importante, mais il faut également examiner les approches d'atteindre nos objectifs. Donc, il y a le document de directive qui est rédigé, un projet de directive. Donc, c'est pas un résultat à réaliser, mais c'est un processus dans lequel on doit s'engager. Donc, ce sera vrai que l'évaluation du sel, c'est pas un jugement à rendre, mais c'est un processus pour collecter l'information comme une base pour la prise de décision. Pour l'objectif de l'améliorer de manière continue, le système de livraison du sel. Donc, c'est l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, je pense que c'est un départ un peu de l'histoire de l'évaluation des sels et qui s'est focalisé sur, comme la définition a dit, au niveau des résultats des étudiants. Donc, bien sûr, ceci est important, mais on souhaite en fait élargir cette définition pour pouvoir prendre des décisions au niveau national, régional ou au niveau des établissements scolaires pour améliorer l'ESL. Voici quelques principes du système d'évaluation. Il ne s'agit pas de nouveaux principes, mais nous avons réorganisé ces principes. Je vais commencer par le principe au milieu de votre écran, c'est compréhensif. Donc, c'est lié à ce que je viens de dire. On souhaite que nos systèmes d'évaluation utilisent des approches différentes pour atteindre les objectifs divers à travers tous les niveaux du système. Nous sommes en train de parler du système de livraison, mais il faut réfléchir également aux politiques nationales, mais il faut également aller plus vers le bas concernant la pédagogie. Donc, quelles informations sont nécessaires au niveau de tous ces niveaux? Donc, il faut avoir cet équilibre. On ne veut pas que le système d'évaluation représente qu'un seul objectif ou qu'un seul décideur public, mais on souhaite que ça représente la diversité et avoir un équilibre. Et plus vers le haut, on souhaite un système qui est aligné. Donc, c'est-à-dire pour qu'un système d'évaluation soit synergétique, ça doit avoir des synergies avec les pédagogies. En fait, ça doit être bien intégré aux pratiques d'éducation. Et en fait, il y a aussi le principe d'éthique, donc vers le bas. Donc, si on va prendre des décisions très importantes qui impactent la vie des jeunes enfants et les futures générations, nous voulons que l'information qu'on connecte soit valorisante et sont crédibles. Et ça va nous permettre de maintenir notre narratif et ça va également nous aider à la prise de décision. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de collecter les informations. Et en dernier lieu, il est très important que ce système d'évaluation se base sur la moralité et l'équité, que ce système soit plus équitable et inclusif. Et il faut prendre en compte ces éléments comme des éléments primordiaux. Alors, d'où commençons-nous?
Nous pouvons commencer avec l'objectif de développement durable des Nations Unies 4,7. Donc, c'est pour assurer l'éducation de qualité inclusive et équitable. Ceci englobe les droits de l'homme, l'égalité des genres, la promotion de la culture, de la non-violence, la paix, la citoyenneté mondiale et l'appréciation de la diversité culturelle et les contributions de la culture. Alors, si on commence par là, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut rendre les systèmes d'évaluation d'intégrer ces objectifs ambitieux dans les contextes nationaux. Donc, dans ce contexte, il faut choisir un cadre SEL qui a un sens, donc qui est conceptuellement très clair, qui est bien ancré de manière écologique dans le contexte et qui est soutenu par de preuves empiriques. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui sont dans le camembert. Mais ce qui est très important, c'est qu'on choisit un cadre qui répond à ces critères pour informer toutes les évaluations qui suivent. Ensuite, nous proposons la suivante. Donc, il est très important de monter une équipe de design. Donc, cette équipe se charge d'inclure les perspectives des parties prenantes et des gens qui ont le droit. Donc, il faut comprendre le décideur dans le contexte de la prise de décision. Donc, l'information qu'on collecte soit pertinente et utilisable et inclusive en ce qui concerne toutes les perspectives. Donc, l'équipe de design a deux objectifs. C'est pour soutenir le soutien pour le système d'évaluation CEL. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un besoin pour l'apprentissage socio-émotionnel dans le monde entier. Donc, ce concept est très bien accueilli dans le monde entier. Et ces concepts n'étaient pas très discutés, abordés il y a quelques ans. Donc, nous avons besoin d'un système, un soutien pour ce système d'évaluation. Les gens doivent pouvoir comprendre pourquoi on collecte les données et il doit y avoir des protocoles de sûreté pour collecter des informations de manière équitable. Donc, nous avons une équipe qui se focalise sur ce sujet et il y a l'équipe essaye d'exploiter, utiliser ces systèmes, ces quatre celles dans le renseignement systématique. Donc, la question essentielle pour cette équipe, c'est de savoir quels points sont nécessaires pour quel objectif. Donc, quelles informations sont nécessaires pour quel objectif en pluriel, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs pour lesquels nous allons utiliser nos informations collectées. Alors, si vous avez trouvé votre objectif, bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez également réfléchir sur les différents fonctionnements et c'est très commun de discuter trois différents types d'informations pour l'évaluation des besoins, évaluation des résultats, évaluation des processus. Et l'évaluation des besoins, il s'agit de réfléchir quels sont les problèmes pour avoir plusieurs perspectives. Donc, il faut en fait écouter les visions des jeunes personnes ou les jeunes concernant leur vision vis-à-vis de la paix et également écouter les familles dans les communautés et les contextes peuvent être également pluriels. Il faut avoir une évaluation multidimensionnelle. Et le processus évaluation de processus, c'est de partager la vision ou adhérer à la vision partagée. Est-ce qu'on est en train de livrer le SCL en se basant sur notre cadre? Et il s'agit de voir si nous pouvons en fait réaliser l'impact anticipé. Donc, en fait, on est en train de réviser ou examiner les critères concernant le progrès. Mais l'évaluation joue un rôle très important pour donner des feedbacks actionnables pour faire des ajustements. Donc, voici ce type d'informations qui nous est utile. Alors, nous proposons que lorsque vous avez votre objectif, il faut également exploiter les différentes techniques, des outils.
Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les protocoles existants dans le contexte local ou dans le contexte importé? Donc, il faut les apprendre, également les adapter, mais on n'est pas toujours obligé de commencer de zéro. Deuxièmement, standardisation est important. On peut en fait maintenir quelques éléments cohérents pour maintenir les autres parties standardisées. On peut examiner les changements au cours du temps. Donc, il y a quelques choses importantes qu'on peut tirer des protocoles consistants. Et également des approches préfabriquées, c'est-à-dire on peut utiliser des parties ou des composants pré-produits. Donc, on peut distribuer des enquêtes ou des sondages et collecter les informations, les résultats et mener une analyse approfondie. Mais ces enquêtes peuvent servir des objectifs différents et approches préfabriquées et agrégation des informations sont très importants parce qu'on peut minimiser un temps ou le travail qui sont nécessaires pour faire ce genre de tâches. Donc, tout le travail doit être fait en intégrant toutes les différentes données. Donc, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Donc, il y a des idées éclairées qui émergent au fil du temps. Et échantillonnage est important. Donc, on va voir si on a besoin d'échantillons représentatifs ou d'échantillons stratifiés. Est-ce qu'on a besoin d'échantillons marginalisés? Et cela veut dire que, en fait, on peut avoir un échantillonnage au niveau des étudiants, mais au niveau des décideurs politiques aussi, au niveau des législateurs, au niveau des autres hommes politiques. Mais on peut regarder des choses spécifiques pour des objectifs spécifiques. Et cinquièmement, c'est la périodicité. Donc, c'est pour regarder le moment en temps et également suivre le même individu ou suivre les individus en même rôle. Par exemple, les sixième années ou le chef des écoles ou ces groupes, comment ces compétences ont évalué au cours du temps. Ensuite, il y a la partie de sélection des outils. Il y a des gens qui vont directement à la sélection des outils, mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de préparatifs à faire avant de sélectionner vos outils. Donc, comme vous pouvez voir ici sur sur la diapo, c'est les DASA, c'est-à-dire l'évaluation de la structure ou le renforcement des étudiants. Donc, on peut en fait examiner quelles sont les langues disponibles, quels sont les cadres qui sont mappés, et quels sont les coûts. Donc, il y a beaucoup de décisions à prendre au niveau pragmatique et ces choses doivent être dirigées par vos objectifs. Donc, il y a une valeur énorme pour le registre aussi, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ils ne sont pas suffisants parce que ils sont très focalisés sur le niveau étudiant, sur le niveau climat, et il n'y a pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre ces politiques au niveau national? Ces genres de questions ne sont pas incluses dans ce registre. Et on peut dire qu'un outil est très crédible, mais en fait, on ne sait pas savoir si cet outil est crédible pour l'objectif auquel que vous souhaitez l'utiliser. Et il y a des registres qui sont vraiment se focaliser sur le cadre occidental. Donc, il faut en fait adapter ces outils aux spécifiques régionaux et on peut créer une librairie de l'apprentissage, etc. Par exemple, quand on sélecte un outil pour un objectif spécifique, on peut partager tout ceci avec beaucoup de parties, beaucoup d'acteurs. Alors, nous allons aller vers ce chemin-là. Et donc, vous pouvez voir qu'on doit effectuer une transition du gauche vers la droite. Donc, vous allons utiliser des outils et des protocoles adaptés à vos objectifs.
Et nous souhaitons en fait préparer de manière approfondie avec les parties prenantes comment est-ce qu'on peut utiliser tout ceci pour améliorer le système. Donc, c'est pas un système, c'est une chose, c'est une tâche qui s'est faite en amont. Donc, c'est avant la conception du système. C'est pas après la conception du système. Donc, ça va se faire par l'assistant d'une équipe qui est dédiée à la conception de ce système. Donc, avec ceci, j'ai préparé quelques questions à vous poser et qui seront intéressantes pour des discussions ultérieures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie, pour cet exposé compréhensif et très clair. Je pense que c'est très clair pour nous concernant vos réflexions sur le fait que l'apprentissage socio-émotionnel est un processus, pas un résultat. Et il faut bien maîtriser et exploiter la collection des données pour améliorer le système d'évaluation. Et j'ai bien également apprécié quelques concepts concernant la vision partagée. Oui, c'est vrai, il est important d'avoir cette équipe de design qui peut co-créer ce cadre et également le contextualiser, comme vous avez dit. Il faut bien répondre aux besoins des pays. Donc, vous avez dit qu'il y a de plus en plus attention portée sur l'évaluation formative. Maintenant, je vais passer à Nandini. Alors, en ce qui concerne l'évaluation transformatrice, comment nous pouvons soutenir l'apprentissage socio-émotionnel pour les apprenants? Allez-y. Je vous remercie, Cécilia, et je vous remercie de m'avoir donné cette chance merveilleuse d'être part d'une liste des intervenants émergentes. Alors, Valérie a focalisé sur l'importance de, de la formation émotionnelle et c'est un domaine qui vient de commencer avec sa journée. Donc, j'aimerais bien vous présenter comment l'ASE doit être évaluée et comment nous pouvons nous diriger à la direction de l'avenir en ce qui concerne l'ASE. Alors, c'est une aventure comme un domaine, mais nous pouvons apprendre de la crise pandémique qui se produit maintenant. Donc, comment nous pouvons compléter le design de l'ASE? Je vais le dire maintenant. Je suis venue de l'Académie de Mahatma Gandhi et qui met l'accent sur l'ASE, l'apprentissage social et émotionnel dans le programme scolaire. Nous développons les contenus basés sur l'évidence, mais aussi nous mettons en œuvre l'évaluation de systèmes écosociaux. Au niveau mondial, nous cherchons à mettre en équilibre pour savoir ce qui est vraiment l'objectif de l'apprentissage social et émotionnel, qui est appelé ASE. La Valéria a déjà abordé ce sujet, mais je voudrais complémenter avec quelques composants à évaluer. Nous voulons voir l'émotion des enfants pour comprendre de plus comment les enfants traitent leurs émotions, comment ils traitent de manière créative, comment ils se sentent les empathies pour les autres, comment ils font des décisions responsables dans notre vie. Reconnaître les émotions et les traiter ne sont pas une tâche facile. Dans notre vie quotidienne, comme de temps en temps, nous nous sentons contents de nos
émotions et de l'autre temps, nous ne le sommes pas. Donc, aussi, nous avons aussi des émotions à traiter qui se produisent dans le monde virtuel. Donc, l'interaction sociale, émotionnelle et traitée est un sujet à réfléchir approfondissement et il faut évaluer l'apprentissage social et émotionnel de manière plus systématique. Valérie a déjà mentionné sur ce thème, mais c'est l'un des éléments cruciaux pour l'évaluation de l'ASE. Nous avons besoin une bonne approche pédagogique, mais nous devons aussi avoir un apprentissage plus systématique que maintenant afin d'améliorer les aptitudes et les compétences socio-émotionnelles de nos enfants. Nous devons changer la manière de l'évaluation, pas le contenu de l'apprentissage lui-même pour savoir et pour voir l'amélioration de l'objectif. Parce que graduellement, nous, il est important à maintenir, à continuer à améliorer. C'est quelque chose qui doit être une fondation pour l'évaluation. Et ce qui est très important au cas de l'ASE, c'est probablement euh, avantageux de pouvoir pour dire que nous sommes capables de continuer à améliorer. Donc, nous devons trouver une solution d'améliorer depuis à travers un petit changement positif qui pourrait nous gérer à avoir un accomplissement plus large, plus grand. Et il faut savoir mesurer et identifier les compétences qui sont améliorées auprès des enfants et aussi auprès des adultes en même temps. C'est une croissance, c'est une croissance tout petite, mais ce sera un premier pas à accomplir les compétences de travail. C'est un élément crucial pour l'ASE et aussi pour l'éducation transformatrice, comme Valérie a mentionné tout à l'heure. Donc, il faut mettre l'accent sur l'évaluation continue de l'ASE. Ce n'est pas un événement qui se produit justement pour une fois, mais l'évaluation doit s'implanter sur de différents objectifs de l'ASE. C'est une meilleure approche d'établir une confiance sur l'ASE. Donc, avec cette stade, j'aimerais bien vous parler de différentes étapes de l'évaluation. La page suivante, s'il vous plaît. Merci. L'un des éléments utilisés le plus comme un outil d'évaluation, c'est le rapport automatique. Je suis désolée que vous ne pourrez pas lire tous ces caractères ici dans le diapo, mais ce qui nous importe ici par rapport au rapport automatique est que c'est facile à obtenir et ça peut être maintenu comme anonyme. Mais l'un des grands défis en ce qui concerne le rapport autonomie, auto-rapport, et que nous avons des préférences présentées et les préférences révélées. Alors, ce- cette différence est répétitivement mentionnée dans le domaine de l'économie également. Alors, durant le dernier diapo de la désirabilité sociale de Valérie est un
partagent le même concept de ça, c'est-à-dire que nous avons une différence entre préférences présentées et révélées. Et l'autorapport ne peut pas capturer cette différence entre les deux. Et ça peut refléter au cas des enfants. Les enfants ne peuvent pas distinguer les préférences, distinguer et révéler parce qu'ils sentent une pression de montrer leur propre expression. Donc, les enseignants ont commencé longtemps avant à savoir et apprendre comment résoudre ces problèmes. Et de temps en temps, les défis à relever concernent tous les différents domaines des compétences qu'ils essayent d'évaluer. Donc, nous ne sommes pas terminés par avoir 65 questions à poser aux enfants, hein. Donc, comme cet auto-rapport a été extrêmement populaire, nous avons aussi développé d'autres formats qui peuvent être utilisés à la fois, qui aussi abordent de différents domaines. Donc, une nouvelle fonctionnalité de l'évaluation est intéressant à voir parce que l'évaluation se faisait toujours avec un stylo et un papier, mais nous sommes maintenant entrés dans une ère de l'évaluation numérique. Donc, comme je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il existe une différence de préférence révélée et présentée, mais avec ce concept, j'aimerais bien vous fournir un scénario qui est très similaire à la vie réelle. Et ce scénario est présenté aux participants et les participants sont demandés de faire une sélection pour évaluer leurs aptitudes et les compétences. Et ils imaginent qu'ils se sont dans une situation particulière, comment se réagir comme une réalité. Et cette approche est très intéressante parce qu'il y a quelques-uns qui se comportent comme ils sont dans une situation réelle, mais il y a des autres qui ne sont pas bien réagis, mais à cause du limite de temps, je ne peux pas vous énumérer tous, mais il y avait un meilleur scénario qui concernait le design de scénario, qui a suscité une expérience réelle pour les participants. Il y a un peu de décalage de ma voix et de Thiapo. Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. Alors, ok, merci. Alors, la prochaine chose que j'aimerais partager avec vous est un projet que nous venons de commencer qui nous a permis un momentum pour l'établissement de cadres. La COVID-19 nous a permis d'avoir une modalité mixte et nous essayons de maintenir un équilibre parmi de différentes pédagogies pour garantir un engagement plus actif, inclusif et multimodal pour que nous puissions faire engager tous les acteurs dans le système scolaire. Et le cadre basé sur l'écosystème numérique aussi met l'accent sur l'évaluation. Si vous pouvez trouver cette évaluation, vous allez aussi voir la comparaison des accomplissements entre les adultes et les enfants. Alors, le cadre basé sur la performance numérique comprend les expériences immersives et aussi le changement comportemental. Basé sur le scénario similaire à la réalité, nous pouvons aussi développer un scénario immersif.
Alors, ces diapos sont l'un de mes favoris parce que cela vous évoque un exemple réel. Alors, j'aimerais bien vous parler d'une évaluation qui est appelée Frank-Diet. Et ensuite, il y a des principes de sciences cognitifs et incognitifs. Nous essayons de développer une flexibilité cognitive pour que nous puissions avoir un grand éventail de points de vue et pour les adultes et les enfants en même temps, afin de les aider à améliorer leurs habiletés, leurs capacités d'approuver leurs émotions. Alors, cette étude a été bien utilisée pour le domaine de l'éducation parce que cela concerne la science cognitive. Si vous pouvez regarder le diapo à votre droite, il y a des images au-dessous du diapo et cela désigne une direction et je demande si c'est conforme parce que toutes les flèches s'orientent vers la même direction. Mais pour le deuxième image où nous avons de différentes directions des flèches, les enfants répondent que ce n'est pas conforme. Ainsi, à base de cette évaluation, les enfants apprennent comment prendre une décision. Et aussi, s'il y a une évaluation incorrecte, il y aurait une réponse émotionnelle. Donc, nous pouvons évaluer des états émotionnels et sociaux et cela a été approuvé comme un outil très pratique et le design peut être utilisé facilement dans la classe. Et nous avons une évaluation basée sur le plateforme mobile. Oui, oui, si vous pouvez conclure votre présentation en quelques minutes, ce sera apprécié. Oui. Et nous avons une autre tâche d'un point de vue émotionnel. Et dans de différentes situations, il y a deux gens masqués et ils se sont demandé comment les expressions d'émotion se sont faites. Et pendant quelques minutes à venir, j'aimerais bien vous expliquer sur un jeu basé sur le jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez jouer les vidéos? Ce jeu est appelé Celle des héros, Hall of Heroes. Dans le Celle des héros, les étudiants pratiquent les compétences qui nécessitent une émotion sociale. Alors, où est-ce que tu peux s'asseoir? Tu peux t'asseoir. Et comment vos étudiants vont traiter cette situation? J'aimerais bien m'asseoir avec les amis qui ont pris la même classe avec moi. D'accord. Alors, je vais m'asseoir tout seul parce qu'il y a juste une place disponible pour moi. Mais les étudiants de collège sont influencés par leur collège. Alors, tu viens d'abandonner ton ami là-bas? Oui, parce que j'ai voulu prendre un déjeuner avec vous, parce que nous avons pris la même classe. Oui, je comprends, mais ce n'est pas très bien pour avoir abandonné ton ami, donc tu dois t'excuser. Pardon, je t'ai laissé tout seul. J'étais ravie de voir mes amis. Alors, avec cette vidéo, à cause de limite de temps, je ne peux pas vous expliquer les détails, mais c'est une bonne approche pour l'évaluation de l'ASE et vous avez de différents éléments à appliquer pour l'évaluation. Je vous remercie. Je vous remercie, Nandini, pour votre présentation très intéressante et ça va être partagé par tous les participants pour l'aperçu.
pour traverser l'intervention entière, vous avez bien abordé comment nous reflétons l'ASE dans le cursus de l'apprentissage. C'était intéressant à voir comment vous utilisez votre outil Self-Report, auto-rapport pour l'apprentissage socio-émotionnel avec les avantages et les faiblesses. Je vous remercie de votre engagement. Ça a été très intéressant et cela nous emmène à l'intervention suivante qui sera délivrée par Pablo et qui va nous aborder au niveau systématique en ce qui concerne la formation transformatrice. Pablo va partager ses expériences et ses réflexions. euh, Comment nous pouvons refléter et relater la formation transformatrice aux éléments sociaux? Et aussi comment l'évaluation peut soutenir l'apprentissage non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants. Pablo, nous sommes à votre écoute. Merci. Merci pour votre présentation et j'ai écouté des présentations de deux intervenants précédentes sur le cas de joue basé sur le jeu vidéo et je vais aussi présenter quelques cas exemplaires de notre pays. Nous menons une variété de programmes d'essais pour les collégiens et les lycéens. Mais ces jours-ci, nous avons élargi un éventail d'applications jusqu'aux enseignants et les administrateurs éducatifs. Et si vous me permettez de partager mes expériences, nous essayons d'aider les jeunes à changer leur propre vie basée sur leur expérience. Les élèves et les enseignants, ils se sont rassemblés tous ensemble en coopération avec leurs collègues pour renforcer leurs capacités personnelles et aussi afin d'apprendre de plus des autres. Et ils essayent d'élargir cette expérience jusqu'à la communauté entière. Donc, à travers ces divers efforts, nous cherchons à mettre en œuvre la réforme culturelle et aussi la réforme du système éducatif. Par exemple, l'empathie, le leadership et les compétences de communication, ce sont des éléments que nous cherchons à apprendre et aussi accomplir et nous essayons d'aider les élèves à se mettre dans un contexte particulier. Quelques années avant, nous avons nous reflété au manuel aux publications culturelles pour faire un diagnostic des élèves, des étudiants au terme de compétences socio-émotionnelles et nous avons partagé de différentes opinions des acteurs engagés pour améliorer les compétences socio-émotionnelles. C'est une grande motivation qui change la culture et aussi le ministère de l'Éducation du Chili afin d'avancer notre système éducatif. Le ministère essaye de développer les compétences soft ou les compétences sociales. Et nous avons de différents noms qui signifient les compétences sociales.
non seulement les compétences socio-émotionnelles d'individus, mais nous mettons l'accent sur la relativité des compétences socio-émotionnelles. Et notre objectif ultime est de visualiser ces accomplissements et ces progrès. Il faut qu'on connaisse sur soi-même pour que nous puissions établir une relation saine et fructueuse avec les autres. Et dans ce constat, nous avons créé un simple modèle ayant trois piliers primordiaux: les compétences sociales, les compétences de relation et les compétences environnementales liées à la responsabilité de la communauté. Donc, nous essayons d'avoir un grand cycle pour que nous puissions forger des consciences et des responsabilités qui peuvent être liées à l'action. Ces modèles sont développés par M. John Diego et soutenus par d'autres académies. C'est un modèle très important de manière empirique. À travers les jeux, nous pouvons améliorer la compréhension des autres individus à travers les expériences sportives et d'autres approches. Et nous pouvons aussi élargir de différentes échelles en ce qui concerne les compétences de se reconnaître. Et les enseignants peuvent mener une évaluation et les étudiants ont apporté un très bon grade. Et ce qui est très important est d'avoir en fait, ce qui est remarquable, c'est que les étudiants n'ont pas eu le bon score pour la dernière question. Au début, les enfants et les élèves n'étaient pas actifs et ils étaient plutôt passifs à répondre aux questions. Donc, le résultat était un peu différent entre l'évaluation de tous les élèves et l'évaluation de partie des élèves. Donc, nous avons divisé le test en trois catégories ayant l'efficacité et le taux de satisfaction et la, la continuité. Donc, si comment les enseignants vont évaluer le progrès de l'accomplissement des étudiants était la première question et les quatre d'autres de questions suivantes ont aussi été développées. Et nous avons un modèle qu'on s'appelait Forja qui comprend la conscience de soi qui représente une compétence d'individu de traiter les propres émotions. Mon émotion peut être différente des autres, mais nous pouvons créer une empathie. C'est le deuxième élément. Donc, socialement, quel genre de relation que je pourrais forger serait répondu naturellement par ce modèle forgeur. Et ensuite, nous avons d'autres éléments comme assurance, collaboration et détermination. Et au sein de ce modèle, nous avons partagé les expériences des élèves avec la collectivité. Nous avons voulu transformer les expériences d'individus en expériences collectivité pour créer une sensation d'être part d'une communauté particulière. Donc, nous ne voyons pas seulement les compétences d'individus, mais aussi nous devons jeter un œil sur la faiblesse de soi pour savoir de plus de soi. Et par la visualisation de ces faiblesses, nous devons améliorer la qualité d'évaluation. Bien se comprendre est un élément important. Et le diapo suivant, s'il vous plaît.
Et au cours de ces expériences, nous nous sommes rendus compte qu'il est important de créer un bon environnement, mais aussi il est nécessaire d'avoir un environnement qui est stressant parce que cela nous aide à, tirer une leçon plus significative. Donc, nous avons créé un environnement où l'acceptance inconditionnelle est disponible et le deuxième environnement concerne l'écoute active. Et le troisième pilier est de, est de l'empathie et nous avons mené des activités dehors et par rapport à l'espace, si vous voulez créer de différentes activités extérieures, vous pouvez savoir s'il existe une série de feedbacks entre de différents élèves et ils progressent petit à petit vers l'avenir. Ainsi, nous créons un cycle circulaire reflétant les compétences cognitives et émotionnelles et aussi comportementales à la fois. Cette procédure était très utile pour nous. Donc, sont des institutions éducatives, 150 institutions que nous avons travaillé avec, principalement pour le programme d'études. Les élèves de 13 ans jusqu'à 18 ans sont toujours concernés par la relation sociale parce qu'il leur importe le plus. Et les compétences d'établissement des relations doivent être développées à ce stade-là pour qu'ils puissent être un bon citoyen. Et nous avons aussi créé un modèle d'évaluation de manière plus raisonnable pour savoir et pour faire le mapping avec les compétences réelles des étudiants. C'était un cursus de soutenu pour les étudiants et basé sur les différents ateliers, nos étudiants ont évalué leur accomplissement et leur essai qui leur a permis une toute nouvelle expérience. Si vous regardez ici les images, vous pouvez reconnaître que les enfants sont bien développés avec la fierté de soi élevée et comme vous pouvez regarder ici un écran, nos concentrations n'est pas limitée seulement au développement et à la croissance, mais aussi au feedback. Par exemple, s'il y a un étudiant qui essayait d'accomplir trois objectifs durant un sport particulier, si on peut extraire le résultat et fournir un feedback pour cet étudiant dans le long terme, même le changement culturel serait possible. Donc, beaucoup d'institutions institutionnels veulent avoir une activité focalisée sur la localité, mais ça a été difficile pour nous de changer tout programme à la fois. Donc, si on pourrait établir une coopération avec les étudiants responsables de chaque classe, ce sera plus pratique parce que nous pouvons mener des activités personnelles. Et si vous regardez ici, processus, tout ce processus va laisser les étudiants de mieux comprendre de soi et d'avoir un dialogue avec les parties prenantes pour discuter l'ODD et la cible 4,7. C'est une procédure utile et pratique pour les étudiants participants et ils ont commencé à faire des activités volontaires pour les communautés après avoir su de soi
et ils ont participé aux activités communales et collectives volontairement. Et à la fin de l'année scolaire, de divers feedbacks a été fourni pour chaque étudiant et nous les avons encouragés et soutenus à continuer la contribution au développement social et aussi comment relever les défis relatifs à la crise sociale, y compris COVID-19, a été aussi éduqué. Donc, ce que nous devons faire est de reconnaître que le potentiel existe en soi et il faut continuer à chercher les chances et visualiser le développement. Dans chaque séance, nous avons échangé les opinions, mais aussi nous devons élargir notre pouvoir de plus. Que c- C'est pourquoi je recommande avoir une réunion régulière pour la discussion. C'est ce qu'on fait au Chili et même en île. Les élèves sont venus de différentes régions ayant de différentes situations. C'est pourquoi les étudiants et les élèves doivent être rassemblés pour échanger leurs situations et afin de visualiser ces accomplissements, on essaye de prendre des ateliers non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les différentes classes, y compris les âgés. Et le rapport de l'évaluation de soi est produit par les participants. Donc, mon message principal est de ne pas voir d'un point de vue fixe. Il faut une approche toute nouvelle qui pourrait découvrir une nouvelle beauté. Et aussi, il faut renforcer la connectivité et l'intelligence collective. Nous, la plupart des gens se dépendent seulement des experts, mais l'expérience propre est aussi importante. Et durant la pandémie, ça a été très difficile à surmonter. Donc, il faut accroître les compétences, surmonter les défis à partir de nos compétences et nos potentiels. Et dans ce cas-là, les compétences et les émotions socio-émotionnelles sont très importantes. Je vous remercie de votre écoute et de votre question. Je vous remercie, Pablo, de nous emmener au Chili avec votre expérience intéressante. Vous les avez développées pendant les années et les idées et de voir multidimension en ce qui concerne les compétences interpersonnelles et sociaux et cela nous donne une nécessité de traduire au niveau de communauté. Et vous avez aussi abordé la cible de 4,7 qui doit être effectuée dans notre vie quotidienne. Et votre intervention a ouvert un espace de discussion pour la collaboration. Nous avons à peu près 10 minutes nous pouvons recevoir quelques questions pour l'interview, j'imagine, à des différents niveaux, mais tous ces éléments, ce sont liés l'un à l'autre, que nous pouvons entrer dans le détail. Alors, retournons sur Valérie. Je vais commencer avec Valérie. Donc, un point intéressant à noter après toute cette présentation est le suivant. Donc, le système d'éducation, comment est-ce que cela peut accroître l'engagement de la communauté dans le design de l'évaluation, la stratégie d'évaluation? Donc, je vous remercie de tous ces exposés éclairés.
Donc, je pense que l'engagement des communautés est essentiel pour contextualiser l'évaluation dans un environnement donné. Je pense qu'il y a un aspect culturel à prendre en note. Donc, est-ce qu'on doit évaluer? Est-ce que nos décisions sont valides? Mais il faut également prendre en compte le niveau ou le niveau d'existence au niveau des communautés. Donc, il faut réfléchir à l'existence, mais aussi à la stratégie de communication parce que il doit y avoir un engagement des différentes parties prenantes à travers de tous les secteurs. Donc, on pense, il y a des gens qui disent souvent que l'éducation doit résoudre ce problème tout seul, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui doivent y être impliquées. Donc, dès la naissance jusqu'à la carrière, jusqu'au développement professionnel, il faut impliquer le secteur d'emploi, le secteur de la santé. Il faut coopérer avec tous ces secteurs. Mais ce qui est très important, c'est aussi communiquer avec les parents, les élèves eux-mêmes pour représenter leur voix. Donc, il faut vraiment couvrir toute la hiérarchie de voix qui peut être représentée. Merci Valérie. Et Nandini, j'ai une question pour vous. Cela concerne les enseignants. Basé sur votre expérience, comment les enseignants peuvent créer une évaluation numérique qui peut s'intégrer dans le programme scolaire? Parce que nous avons une grande variété de différents sujets. Comment vous pouvez les créer? Vous avez des expériences? Oui, bien sûr. Durant les Pendant un an et demi, nous avons fait une évaluation en ligne. Ce qui est important est d'avoir une pédagogie numérique et nous avons fourni des classes pour les enseignants pour leur donner une information comment évaluer en plateforme numérique. À travers ce cours, nous développons les compétences de l'ASE pour les enseignants et ces compétences pourraient être utilisées par les enseignants dans les classes. Comment nous pouvons influencer la pédagogie et l'évaluation doit être aussi observée de plus. Il faut utiliser des différents outils, y compris des documents et dossiers. Et les enseignants pourraient traiter ce sujet de manière intéressante avec les graphiques disponibles pour les enseignants. Et ces graphiques doivent être activement utilisés, largement utilisés durant les classes. Donc, il semble qu'une nouvelle ère de l'évaluation innovante est venue et les élèves devront aussi se sentir qu'ils sont progressés avec un nouveau mode d'évaluation. Et ainsi, nous allons créer une innovation et ce genre de discussion est pratique pour nous. Merci. Alors, le- lorsque concernant l'évaluation, j'aimerais bien vous poser la dernière question parce que nous sommes presque à la fin de cette séance. Et la question est pour Monsieur Pablo. L'évaluation que vous faites pour les étudiants et aussi pour les enseignants à la fois. Et l'évaluation des enseignants devrait être identique à celle pour les étudiants. Comment les étudiants traitent l'apprentissage socio-émotionnel? Dans votre expérience, est-ce que vous avez entendu comment les enseignants s'harmonisent avec les études
avec les étudiants de manière nouvelle et différente. Et si les enseignants sont résistants à être évalués, comment vous approchez? Merci. Oui, il est vrai que la résistance est venue premièrement des enseignants parce que nous ne pouvons pas espérer une attitude acceptive tout au début. Et c'est pourquoi il est difficile d'évaluer tous ces 5 éléments pour les élèves, euh, même si on essaie de l'appliquer identiquement aux enseignants. Les relations avec les collègues, par exemple, est un même critère, mais à travers de différents ateliers, la, la perspective que nous avons pour les enseignants est importante, mais les aperçus sur soi sont très importants également. Oui, il est vrai que nous avons eu quelques résistances au début, mais cela n'est pas relaté à l'évaluation de leur manière d'éduquer et d'enseigner. Ils commencent à montrer un niveau de confiance et un niveau d'engagement dans ce processus d'évaluation. Et aussi, ils cherchent plus activement des éléments qui ont changé avant et après l'application de l'ASE. Je vous remercie, je vous remercie. Et donc, cette séance a été accomplie par les intervenants très émergents et, et éminents. Et grâce à vous, nous avons pu partager de différents éléments et opinions sur l'intervention, et sur l'éducation transformatrice et l'ASE. Quoi à évaluer et comment à évaluer a été bien abordé par vous tous. Et aussi, l'ASE ne concerne pas seulement à apprendre à écrire et écouter, mais l'ASE influence énormément nos actions et nos émotions. Et surtout, ces jours-ci, les étudiants doivent apprendre comment contrôler leurs émotions. Donc, dans ce constat, nous avons partagé un bon exemple de méthodologie à base de vos interventions. J'espérons avoir une autre discussion pour approfondir nos expériences et connaissances. Je vous remercie encore une fois. Merci.